OK, bonjour. Je m'appelle Ed Porter, je suis chercheur CNRS et je travaille au laboratoire de l'APC. Ma spécialité, c'est la relativité générale des trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs et les ondes gravitationnelles. Et je vais parler aujourd'hui de comment on peut former un trou noir stellaire ou un trou noir supermassif et l'effet des trous noirs dans la cosmologie. Et aussi quelque chose qui s'appelle les ondes gravitationnelles, qui est une fenêtre vers l'univers qui est complètement nouveau. Et peut-être ça va permettre de regarder plus loin dans l'univers que tous les autres télescopes. Aujourd'hui, je vais parler des objets compacts, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons, les formations de trous noirs supermassifs qui sont très importantes pour les formations aussi des galaxies. L'effet le développement de trous noirs supermassifs dans la cosmologie et finalement les ondes gravitationnelles. Pour les objets compacts, je vais discuter l'évolution stellaire, la fusion nucléaire, la fin d'évolution, parce que c'est à la fin de chaque étoile que nous avons un objet compact. Je vais présenter l'idée d'un géant rouge, des naines blanches, des supernovae, des étoiles à neutrons et finalement des trous noirs. En fait, c'est difficile de voir avec les lumières, mais pour l'évolution stellaire, on commence avec un nuage d'hydrogène moléculaire. Après, il y a une contraction à cause de la gravité et on va commencer de former des étoiles dans les nuages. La chose avec une étoile, c'est qu'il y a toujours une bataille entre la pression de radiation, c'est-à-dire toutes les choses qui brûlent à l'intérieur de l'étoile, dont une pression vers l'extérieur, mais en même temps, il y a toujours la gravité qui tire vers le centre du potentiel, qui est dans le centre de l'étoile. Et pour chaque étoile, cette bataille est très importante. Et on a besoin toujours d'essayer de battre la force de la gravité. Alors pour une étoile comme le Soleil, on commence avec une étoile d'hydrogène. On commence de brûler l'hydrogène dans l'étoile et on va commencer de former un noyau de hélium. Parce que si tu brûles l'hydrogène, tu as hélium. Mais une étoile comme le Soleil n'est pas assez massive pour brûler l'hélium. C'est-à-dire qu'on va rester avec un noyau de hélium, avec des couches extérieures d'hydrogène qui brûlent, qui produit des photons par de fusion thermonucléaire. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de masse pour brûler le hélium, le noyau commence à contracter et on va commencer de réchauffer toutes les couches à l'extérieur. Et si on fait une compression des couches, on augmente la température. Quand la température augmente, on va commencer de brûler l'hydrogène dans les couches. Normalement, c'est au centre de chaque étoile qu'il y a la plupart de fusion thermonucléaire. Mais on peut commencer la fusion thermonucléaire aussi dans les couches s'il n'y a pas suffisamment de masse. Et quand on commence le brûlement de l'hydrogène dans les couches, il y a une expansion globale de l'étoile. Et on peut avoir une étoile qui est maintenant avec un rayon de l'orbite de Mercure. Après, pour avoir une fusion de hélium, nous avons besoin d'avoir une température centrale de 10 à puissance 8 Kelvin. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une étoile, avec une taille de l'orbite de Mercure. Ici, c'est l'orbite de la Terre. Il y a un noyau de hélium et il y a de fusion thermonucléaire dans les couches d'hydrogène à l'extérieur. À l'intérieur, à cause de fusion de hélium, nous avons les éléments de carbone, de nitrogène et d'oxygène. Mais pour une étoile comme le Soleil, il n'y a pas suffisamment de masse pour brûler le carbone. Et à cause de ça, il y a un effondrement de noyaux
Maintenant, nous avons un noyau vraiment plus petit, un noyau de carbone, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de fusion thermonucléaire dans les couches à l'extérieur, il y a une expansion globale de l'étoile. Et on peut arriver avec une étoile instable, avec une taille plus grande que l'orbite de la Terre. Et pour une étoile comme le Soleil, il y a suffisamment de matériel pour brûler pendant 10 milliards d'années. Nous savons que l'âge de le Soleil, c'est 5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il reste 5 milliards d'années pour notre étoile. Mais dans presque 4,7 milliards d'années, l'étoile, le Soleil va commencer d'agrandir, va détruire toutes les planètes à l'intérieur, comme Mercure, comme Vénus, comme la Terre. Et on va finalement arriver avec une étoile plus grande que l'orbite de la Terre. Et la première planète dans le système solaire sera Mars. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de fuel pour brûler ce noyau de carbone, il y a une réaction où toutes les couches à l'extérieur vont commencer de brûler. Il y a une expansion, après il y a une contraction, parce qu'il y a suffisamment de fuel pour brûler pendant peut-être quelques millions d'années. Mais après, tout le fuel est brûlé. Et quand il n'y a pas suffisamment de pression pour pousser vers l'extérieur, la gravité va tirer vers l'intérieur et le Soleil va essayer de contracter encore. Quand il y a la contraction, il y a une compression de matériel. Il y a aussi un recommencement de fusion nucléaire et nous avons des oscillations de brûlement qui sont complètement instables. Et chaque fois qu'il y a moins de masse dans les couches extérieures, le noyau va essayer de contracter un peu plus. Et la contraction du noyau, c'est quelque chose qui passe plus vite que l'expansion à l'extérieur. Ça va laisser un petit trou entre le noyau et les couches extérieures. Et chaque fois qu'il y a une contraction, il y a quelque chose qui s'appelle, je ne connais pas le mot en français, mais c'est un bounce. C'est-à-dire que toutes les couches extérieures frappent contre le noyau et prennent un peu d'énergie en plus vers l'extérieur. Et chaque oscillation, c'est plus en plus violent, jusqu'à le point qu'il y a une explosion de couches extérieures qui va laisser un corps dans le centre qui est presque 100% carbone. Et ces corps, on s'appelle une nébuleuse planétaire. Ils sont très jolis. Ici, il y a 6 nébuleuses planétaires. On peut voir que parce que l'étoile est instable et parce que les séries de contractions et expansions sont complètement instables, ça va créer quelques éléments différents dans les couches à l'extérieur. C'est pourquoi dans les images ici, il y a des couleurs différentes. Ici, par exemple, c'est bleu. Nous savons qu'il y a une réflexion de photons par l'oxygène. C'est pourquoi le ciel est bleu. Ici, on peut voir qu'il y avait beaucoup d'oxygène dans l'étoile avant l'explosion. La chose qui est très importante, c'est qu'au centre de chaque image, il y a un petit... c'est comme une étoile. Et ça, c'est le noyau de carbone qui s'appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est quelque chose avec une masse de presque une demi-masse solaire, mais avec une taille, presque la même taille que la Terre. La densité pour une naine blanche, c'est 1 milliard de kilogrammes par mètre cube. C'est-à-dire que c'est 1 million fois plus dense que l'acier. Et une température à la surface de 10 000 Kelvin. C'est 10 fois plus chaud que la surface de la Terre. Mais avec une température centrale qui est presque la même que la température centrale du Soleil, qui est à 10 millions de Kelvin. Et on peut voir qu'il y a une petite atmosphère d'hydrogène
avec une petite atmosphère de hélium. Mais la surface ici, c'est une surface de carbone-oxygène. C'est quelque chose qui est très rigide. Mais il y a toujours cette bataille contre la gravité. Et une naine blanche doit toujours résister la force de la gravité, mais pour le comprendre, on a besoin d'utiliser la mécanique quantique. Toutes les particules dans le noyau de carbone-oxygène existent dans un plasma. Mais la gravité essaie de tirer toutes les particules vers le centre du potentiel. Et dans la mécanique quantique, il y a une loi qui dit que nous ne pouvons pas mettre deux particules avec le même spin dans le même espace quantique. Et ça donne une pression, parce que la gravité s'en fout des lois de mécanique quantique, et elle essaie de mettre deux particules avec exactement le même spin dans exactement le même espace quantique en même temps, qui est impossible. Maintenant, c'est les électrons dans le plasma qui donnent une pression contre la force de la gravité. Et c'est ce qu'on appelle la matière dégénérée. Pour un gaz normal, la pression est proportionnelle aux températures. Il y a le nombre de particules, il y a le constant de Boltzmann, mais la chose qui est plus importante, c'est que la pression, c'est proportionnel aux températures. Mais pour la matière dégénérée, on peut voir que la pression, c'est proportionnel aux densités de matériaux. Il n'y a pas une question de température. Le plus dense le nombre d'électrons, le plus grande la pression contre la gravité. Il y a une relation entre la taille d'une naine blanche et la masse, c'est donné par cette relation ici, et on peut voir qu'il y a un masse maximum pour une naine blanche. Ça s'appelle la masse de Chandrasekhar, qui était un physicien indien. Il y a deux choses avec la masse de Chandrasekhar. Le premier, c'est que la masse maximum pour une naine blanche, c'est 1,4 masse solaire. Plus grand que 1,4 masse solaire, on ne peut pas avoir une naine blanche parce que le corps est trop gros pour la pression des électrons. Mais aussi, la masse de Chandrasekhar, c'est une des formules les plus jolies dans la physique. Parce qu'on peut voir que c'est proportionnel seulement aux constants fondamentaux. Il y a le constant de Planck, il y a la vitesse de lumière et le constant de Newton. Il n'y a pas de masse, ni la température, ni la pression, ni la densité. C'est une formule très très jolie. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'étoiles dans l'univers. Il y a clairement beaucoup d'étoiles qui sont plus grandes, plus lourdes que le Soleil. Maintenant, si on commence avec une étoile de 10 masses solaires, on peut créer par la fusion thermonucléaire tous les éléments jusqu'à le fer. Et nous savons que le fer occupe une position spéciale dans le tableau périodique. C'est-à-dire qu'on peut brûler tous les éléments moins lourds jusqu'à le fer. Mais pour brûler le fer, nous avons besoin de mettre énergie dans le système. À cause de ça, le fer, c'est le point final pour toutes les grandes étoiles. On va commencer avec toutes les couches, avec des éléments de plus en plus lourds, jusqu'à nous avons un noyau de fer. Mais la pression des électrons générés, c'est trop faible pour battre la gravité. Et on va commencer presque la même chose que dans le cas précédent avec le Soleil. On va commencer de brûler les couches à l'extérieur et on va commencer des oscillations d'expansion, contraction, expansion, contraction. Et ça va nous donner un supernova. Et dans un supernova, on va commencer avec le noyau de fer. Le noyau de fer peut être plus grand que la masse de Chandrasekhar. Ça peut être 5, 10 masses solaires. Ça dépend de la masse initiale de l'étoile. Dans ce cas, la gravité tire vers le centre et ça va tirer tous les protons et tous les électrons vers le centre de chaque noyau.
Et il y a une combinaison de chaque proton et chaque électron qui va donner que des neutrons, plus un photon, plus un neutrino. Mais c'est quelque chose qui passe très très vite et nous avons un effondrement de noyaux. Parce qu'en place de tous les protons et électrons, maintenant nous n'avons que des neutrons. Parce que ça va contracter plus vite que la contraction de couches à l'extérieur. Il laisse un grand trou entre le noyau et toutes les couches à l'extérieur. Et les couches extérieures tombent à 70 000 km par seconde vers le noyau. Ils frappent le noyau et il y a une grande expansion des couches extérieures. Pendant des années, il y avait beaucoup de personnes qui ont pensé que ça suffit pour une explosion, pour avoir cette supernova. Mais avec des simulations numériques, on a trouvé qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour avoir une explosion des couches extérieures. Et on a appris il y a peut-être 5-6 ans que quand il y a cette combinaison de protons et électrons pour la formation de neutrons, il y a une grande explosion de neutrinos dans le centre du noyau. Et en fait, c'est les neutrinos qui poussent les couches extérieures. Et nous avons une explosion qui s'appelle une supernova, qui va laisser quelque chose au centre. Mais le quelque chose, ça dépend de la masse initiale de l'étoile. Et la chose qui est très importante avec les supernovas, c'est que l'émission de photons pendant un supernova peut être, je pense que c'est 10 à puissance 13 fois plus que toutes les lumières qui échappent à une galaxie. C'est-à-dire que pendant quelques mois, le supernova est plus brillant que la galaxie totale. Et ici, il y a une supernova, il y a une supernova ici. Et ici, il y a les choses qui restent après le supernova. La première chose qu'on peut avoir après une supernova, si nous avons une étoile initiale d'entre 10 et 20 masses solaires, c'est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, elle a une masse entre un peu plus de 1 masse solaire jusqu'à 2 masses solaires, mais dans un rayon de 12 km. C'est-à-dire qu'on peut prendre une étoile de 20 masses solaires, on peut avoir une supernova, on peut prendre les choses qui restent, et ça va être la même taille que la ville de Paris. La densité, c'est 10 à puissance 17 kg par mètre cube, c'est-à-dire que c'est 10 à puissance 14 fois plus dense que l'acier, avec une température de 10 à 11 Kelvin, mais avec une énorme rotation. Il y a une rotation orbitale entre 1 milliseconde et 30 secondes. C'est difficile d'imaginer quelque chose avec la même taille de Paris, 10 à 14 fois plus dense que l'acier, qui tourne dans quelques millisecondes. La force de la gravité, c'est 10 à puissance 11 plus grand que la force de la gravité sur la Terre. Et pour échapper à une étoile à neutrons, la vitesse de libération, c'est un tiers la vitesse lumière. Et les étoiles à neutrons sont des choses très complexes, très difficiles à comprendre parce que nous ne pouvons pas simuler les conditions de l'extérieur d'une étoile à neutrons dans le labo, parce que c'est des conditions trop extrêmes. Mais nous avons des hypothèses qu'il y a, sur la surface, il y a une croûte de fer. À l'intérieur, il y a des protons, des neutrons, des électrons superfluides et superconductifs. Mais au centre, nous n'avons aucune idée. Peut-être il y a des quarks libres, peut-être c'est quelque chose d'autre, peut-être c'est une nouvelle forme de la matière. Nous n'avons aucune idée. Mais c'est quelque chose que nous avons l'intention de tester dans les années prochaines.
Parfois, après les supernovae, il y a beaucoup de poussière, de la gaz qui reste autour de l'étoile à neutrons. Et grâce à un champ magnétique qui est très grand, c'est 10 à 11 Gauss, il y a une émission de radiation comme un phare. Et si on peut détecter cette émission de radiation, nous avons ce qu'on s'appelle un pulsar. Mais maintenant, si le noyau est plus grand que 3 masses solaires, on a utilisé les neutrons dégénérés pour battre contre la gravité. Mais maintenant, si nous avons quelque chose de plus grand que 3 masses solaires, les neutrons dégénérés ne suffisent pas pour battre contre la gravité. Et la seule option, aujourd'hui, c'est un trou noir. Les trous noirs sont des choses qui sont très faciles à comprendre, mais très difficiles en même temps. C'est facile parce qu'il y a deux choses dans un trou noir. Il y a un horizon, quelque chose qui s'appelle un horizon d'événement, et au centre, il y a une singularité. Et on peut donner une description d'un trou noir seulement avec la masse et le spin. Parce qu'il n'y a pas de densité ou une pression intérieure, il n'y a que l'événement d'horizon, la singularité, la masse du trou noir et le spin. Alors c'est très facile. La chose qui est difficile, c'est l'interaction entre un trou noir et l'espace-temps. Parce que nous savons, grâce à Einstein, avec la théorie de la relativité générale, que si nous avons un trou noir, ça peut déformer l'espace-temps. On peut toujours penser de l'espace-temps comme une surface. Et toutes les choses comme les champs électromagnétiques, des planètes, toutes les étoiles, les galaxies, restent sur cette surface. Et le plus lourd l'objet, le plus grande la déformation de l'espace-temps. Ici, nous avons deux photons, un qui passe juste à côté de l'horizon d'événement, et on peut voir qu'il y a une déflexion de lumière, mais ça peut toujours continuer vers quelque chose d'autre. Le photon qui passe directement dans l'horizon d'événement, il y a une seule possibilité, et c'est d'aller directement vers le centre du potentiel, qui est la singularité. Ici, nous avons quelque chose qu'on s'appelle un diagramme d'espace-temps. Et dans un diagramme d'espace-temps, le temps va toujours vers le haut. Ici, nous avons l'espace. Et les photons voyagent toujours à 45 degrés. Pour nous, qui ne peuvent pas aller à la vitesse lumière, la seule option, c'est d'aller moins vite. Et c'est les trajectoires ici qui sont les trajectoires, c'est-à-dire humaines. Et si nous sommes très loin d'un trou noir, il n'y a pas de déformation. Il y a un espace-temps qui est complètement plat. Et s'il y a une émission de lumière dans ce diagramme, tous les photons voyagent à 45 degrés. Mais si nous sommes près d'un trou noir, on peut voir qu'il y a toujours cette flèche ici qui voyage à 45 degrés, mais toutes les autres flèches ont commencé de tourner vers le trou noir. Ici, à l'horizon d'événement, pour rester dans la même place, nous avons besoin de voyager à la vitesse lumière, juste pour rester dans la même place. Si on passe l'horizon d'événement vers la singularité, pour rééchapper, on a besoin de voyager plus vite que la vitesse lumière. Ou nous ne pouvons pas le faire parce que dans la relativité générale, c'est quelque chose qui est interdit. La vitesse lumière, c'est le maximum vitesse. Et dans le trou noir, tous les flèches ici pointent vers la singularité. C'est-à-dire la seule option après passant l'horizon d'événement, c'est d'aller vers la singularité.
On peut calculer cet horizon d'événements. Il s'appelle le rayon de Schwarzschild. Et une des choses qui est très intéressante, c'est que nous n'avons pas besoin d'utiliser la relativité générale pour calculer le rayon de Schwarzschild. On commençait avec la loi de conservation d'énergie. On peut faire une égalité entre l'énergie cinétique et le potentiel. Et après, on peut chercher une solution pour R avec l'hypothèse que la vélocité d'échappement égale la vitesse lumière. Et on peut voir qu'il y a une relation très simple entre la masse centrale, le constant de Newton, la vitesse lumière, et ça va donner le rayon de Schwarzschild. J'ai dit que c'est impossible, mais si c'était possible de créer un trou noir avec le Soleil, nous avons besoin de mettre tous les matières dans le Soleil dans un rayon de 3 km. Et si nous pouvons faire ça, on peut créer un trou noir avec le Soleil. Maintenant, je vais parler de la formation des trous noirs supermassifs et leur rôle dans la cosmologie. Et je vais donner une description de décalage vers le rouge, ou redshift, ou Z, l'échelle de distance dans l'univers, quelque chose qu'on s'appelle les seeds, les choses qui a créé les trous noirs supermassifs au début. Après, on va regarder les collisions des galaxies et les binaires de trous noirs supermassifs. La première chose, c'est le décalage vers le rouge, ou le redshift. Si nous avons une source lumineuse très loin dans l'univers, le redshift, ou Z, c'est une fonction de la longueur d'onde qui est émise par la source et la longueur d'onde détectée par nous. Mais pour l'univers lui-même, il y a une relation un peu plus différente où nous avons un facteur d'échelle et un facteur d'échelle que nous avons aujourd'hui. Et on peut créer comment l'univers a fait une expansion comme une fonction de temps. Et on peut voir ici qu'aujourd'hui, nous sommes à Z égale 0, avec un âge de l'univers de presque 13 milliards d'années. Si nous avons un Z égale 25, nous avons un âge de l'univers qui est un peu plus de 1,1 gigaannée. Ça, c'est difficile de voir ici. On peut voir l'évolution de l'univers. Il y a ici le Big Bang. Ici, il y a la mission de dernière lumière. C'est le résultat de Planck ou de Kobe ou WMAP ou quelque chose comme ça. Après, nous avons quelque chose ici qui s'appelle les âges sombres. C'est-à-dire que c'était impossible pour la lumière, pour les photons de voyager plus loin sans frapper un proton ou un électron ou quelque chose comme ça. Et c'est très difficile de voir cette période ici avec des télescopes électromagnétiques. 13,5 milliards d'années, c'est-à-dire un redshift de 30, nous avons les premières étoiles. Ils s'appellent les étoiles de population 3. Ils étaient des très grandes étoiles qui a brûlé pendant quelques millions d'années, qui a explosé dans un supernova, qui a créé tous les éléments lourds jusqu'à l'or aujourd'hui. Alors ici, c'est important parce que, comme j'ai dit, on va commencer à Z égale 30 avec la formation des premières étoiles, mais c'est impossible de voir directement dans cette période avec des télescopes électromagnétiques. Les formations de galaxies ont commencé à Z égale 20 jusqu'à peut-être Z égale 6. Et ici, il y a une période qui s'appelle la réionisation où c'était possible d'encore voir des choses lumineuses. Maintenant, nous avons l'univers d'aujourd'hui où nous pouvons regarder le plus long possible avec des télescopes électromagnétiques. Ici, nous avons l'objet le plus loin détecté dans notre univers.
C'est une petite galaxie avec un Z de 10,7. C'est le plus loin. Comme je dis, on va commencer à Z égale 30 avec les premières étoiles, Z égale 10 avec les premières galaxies, et on peut voir que nous avons une seule détection à cette échelle dans l'univers. Il y a des sursauts gamma, c'est des explosions qui donnent une grande émission des rayons gamma dans l'univers. Nous pensons que cette sursaut gamma, c'est la coalescence de deux étoiles à neutrons qui va exploser et qui va donner une grande émission de rayons gamma. Mais c'est à Z égale 9,4. Et la plus grande galaxie normale, c'est un redshift de Z égale 7. Et c'est-à-dire 700, presque 800 millions d'années après la formation de l'univers. Milliards, pardon. Maintenant, je vais parler des seeds, les choses qui ont peut-être la possibilité de créer un trou noir supermassif. Il y a deux possibilités. Comme je dis, c'est très vague parce que nous n'avons pas beaucoup d'évidence de l'univers lointain. La première possibilité, c'est que, comme je dis, il y avait les étoiles de population 3. Ils avaient des masses faibles, c'est-à-dire que peut-être entre 50 et peut-être 200 masses solaires. On va passer à une échelle différente maintenant parce qu'au début, on a parlé des étoiles lourdes de plus de 10 masses solaires. Mais on parle des étoiles d'aujourd'hui. Maintenant, on parle des premières étoiles qui étaient très grandes parce qu'il n'y avait que de l'hydrogène. Et si tu as quelque chose comme hydrogène qui n'est pas très lourd, c'est logique qu'une étoile de hydrogène pourrait être très grande. On va commencer avec quelque chose entre 50 et 200 masses solaires. La formation a commencé à Z égale peut-être 18. Mais le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui aucune preuve pour leur existence. Il y a des projets qui vont essayer de le regarder, mais pour l'instant, aucune preuve. La deuxième possibilité, c'est si on va commencer de la formation d'une galaxie, on peut avoir un effondrement direct vers le centre de potentiel qui va créer un trou noir supermassif. C'est quelque chose qui a peut-être commencé à Z égale 11, avec une masse de plusieurs mille masses solaires. Encore, il n'y a aucune preuve pour l'existence de protogalaxies parce que c'est à Z égale 11. Et comme je dis, la chose la plus loin que nous avons détectée, c'est à 10,7. Mais nous avons des hypothèses, nous avons des modèles. Nous avons un modèle de formation hiérarchique où, c'est presque impossible de voir ici, on va commencer avec des petites galaxies ou les restes des étoiles de population 3. Il y a un merger entre deux trous noirs qui va créer un trou noir plus massif. Et après chaque merger ou chaque interaction entre deux trous noirs, on va agrandir tous les trous noirs jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être plus clair de voir ici, c'est des trajectoires de merger. On commence avec un décalage vers le rouge ici. Ici, nous avons Z égale 20. Ça, c'est aujourd'hui, avec comme une fonction de masse. Et on peut voir qu'on peut commencer ici, c'est en jaune, c'est des restes de population 3. On va commencer avec quelque chose qui a une masse de un peu moins de 1000 masses solaires. Et après chaque interaction avec un autre trou noir, on peut agrandir jusqu'à la taille de trou noir qu'on voit aujourd'hui. Mais on peut aussi commencer avec des choses plus lourdes. Il y a moins d'interactions parce que la formation est différente. Mais on peut créer des choses comme existe aujourd'hui dans l'univers. Nous avons de la preuve pour la formation des trous noirs dans une formation hiérarchique parce que nous avons beaucoup de détections d'interaction des galaxies.
Et maintenant, je vais montrer une vidéo, mais je ne sais pas si c'est très clair. C'est un mélange de une simulation numérique, et chaque fois qu'il y a une pause, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose dans la simulation qui correspond à une photo prise par le télescope de Hubble. Et après chaque interaction, on peut voir ici, c'est la photo que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que les simulations ne sont pas seulement un jeu mathématique ou un jeu numérique. On a commencé de créer avec des interactions de galaxies les choses que nous voyons dans l'univers aujourd'hui. Ici, nous avons une simulation qui est plus près, c'est l'interaction des deux galaxies. Et après un seul passage, ici c'est impossible de voir, mais il y a les deux trous noirs qui étaient les noyaux des deux galaxies, où maintenant il y a un lien gravitationnel entre les deux, il y a une perte d'énergie, et il y a quelque chose qu'on s'appelle une spirale. Et finalement, le trou noir supermassif va créer un seul trou noir qui est plus massif. En fait, c'est la somme des masses des deux individuels. J'arrête la vidéo ici parce qu'on va retourner un peu plus loin pour regarder la suite. La dernière section, c'est les ondes gravitationnelles. Je vais donner une définition. On va regarder les sources. Pour la plupart, c'est les systèmes de binaires. Je vais discuter un peu comment on peut détecter les ondes gravitationnelles et les missions qui sont prêtes aujourd'hui et qui sont proposées dans l'avenir pour leur détection. Les ondes gravitationnelles sont une prédiction de la relativité générale. Comme j'ai dit, on peut penser de l'espace-temps comme une surface. Imaginez une surface d'un lac. Si on jette quelque chose dans le lac, il y a des oscillations sur la surface du lac. C'est presque la même chose avec le merger de deux trous noirs stellaires ou supermassifs ou deux étoiles à neutrons. C'est quelque chose de violent qui perturbe la surface, qui donne des oscillations sur la surface. Et c'est ces oscillations qui sont les ondes gravitationnelles. Le plus grande la masse, le plus violent l'événement, le plus grande l'amplitude des perturbations et l'amplitude des ondes gravitationnelles. Il y a des choses qui sont les mêmes avec les photons. Les deux suivent la loi de carré inverse. La vitesse de propagation, pour les deux, c'est la vitesse lumière. Il y a deux polarisations. La première différence, c'est qu'avec les photons, la rotation de polarisation, c'est à 90 degrés. Pour les ondes gravitationnelles, c'est 45. Les photons sont dispersés après ou diffractés après une interaction avec la matière, mais il y a une interaction très faible avec les ondes gravitationnelles. Ça, c'est la chose qui est très importante parce que c'est-à-dire que quelque chose peut donner une émission des ondes gravitationnelles très loin dans l'univers. Il peut voyager vers nous sans presque aucune interaction avec la matière. C'est-à-dire qu'on peut voir presque directement l'événement qui a créé les ondes gravitationnelles au début. Et finalement, des photons sont des oscillations dans les champs électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles sont des oscillations dans l'espace-temps. On peut imaginer qu'il y a une source des ondes gravitationnelles loin dans l'univers, au centre du carré ici, et que nous avons deux anneaux de particules libres dans l'espace. Si nous pouvons séparer les deux polarisations, on peut voir qu'il y a une polarisation qui perturbe l'anneau comme ça, qui s'appelle la polarisation plus, et il y a l'autre qui est, comme j'ai dit, avec une rotation de 45 degrés, qui fait la déformation comme ça, qui s'appelle la polarisation croix. Les sources des ondes gravitationnelles, c'est les binaires de naines blanches, les étoiles à neutrons, les binaires de trous noirs stellaires et supermassifs. La création de l'univers a aussi donné une émission des ondes gravitationnelles.
Il y a qu'on s'appelle des défauts après le début de l'univers. C'est une transition de phase qui a créé des choses qui s'appellent des cordes cosmiques ou des boules d'énergie ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des pulsars s'il y a une montagne sur un pulsar, nous pouvons avoir une émission des ondes gravitationnelles. Et aussi pendant les supernovas, parce que les supernovae sont asymétriques. Ça peut aussi donner une émission des ondes gravitationnelles parce que c'est quelque chose qui est très violent. Les sources les plus intéressantes pour nous, c'est les systèmes de binaires. La majorité des étoiles dans la galaxie sont dans les systèmes de binaires ou les systèmes de 2-3 étoiles. J'ai montré déjà qu'après l'évolution des étoiles normales, on peut avoir des objets compacts qui peuvent rester dans les systèmes de binaires. Maintenant, on va retourner vers cette vidéo pour l'interaction entre les deux trous noirs supermassifs. Il y a la fin de cette époque avec la phase d'un spirale. Il y a les disques de création autour de chaque trou noir supermassif. Maintenant, il y a le fusement et ces oscillations ici sont les ondes gravitationnelles. C'est la déformation de l'espace-temps. Et j'ai une autre vidéo ici, mais je pense qu'avec la lumière, ça va être très difficile de voir. Ici, nous avons deux trous noirs. C'est une simulation numérique qui a été faite par le groupe à NASA Goddard aux États-Unis. Les courbes ici sont des constructions mathématiques. C'est seulement quelque chose pour suivre l'évolution de simulation. Mais il y a cette phase d'une spirale et on va voyager un peu loin de ce système et il y a, peut-être vous pouvez voir, il y a une émission des choses en rouge ici qui sont les ondes gravitationnelles. Et quand il y a une augmentation d'amplitude, échange couleur en jaune, et ça va laisser un trou noir isolé qui va sonner comme une cloche. Et il y a une émission des ondes gravitationnelles qui va diminuer comme en fonction de temps. Nous avons une détection indirecte pour l'existence des ondes gravitationnelles. Il y avait un système binaire de pulsars qui s'appelle le Hulse-Taylor pulsar. Et ils ont commencé de regarder le changement de période en 1974. Et entre 1974 et presque 2000, ils ont regardé toujours le changement de période. Chaque point ici, c'est un point de données. Le courbe noir ici, c'est la prédiction de la relativité générale si le changement de période est causé par l'émission des ondes gravitationnelles. Et nous avons un fit presque parfait entre les deux. Et on a détecté 15 autres systèmes où nous avons maintenant une détection indirecte pour les ondes gravitationnelles. Pour les détecter, on va créer un interféromètre. On prend le laser ici, on coupe le laser en deux, on envoie le laser dans les deux bras qui ont une longueur de quelques kilomètres. Ici, j'ai mis 3 km. Il y a une reconstruction de signal ici et on va à des anneaux d'interférence. On va mettre le photodiode sur l'anneau noir et si le passage des ondes gravitationnelles, ça va changer les distances entre les miroirs comme ça et ça va bouger les anneaux d'interférence et si on peut détecter la lumière, on peut dire qu'il y a une détection des ondes gravitationnelles. Aujourd'hui, nous avons quelques interféromètres qui sont en train de détecter des ondes gravitationnelles. Il y a deux aux États-Unis qui s'appellent des détecteurs LIGO. Il y a, avec une longueur de bras de 4 km, il y a un détecteur en Allemagne qui s'appelle GEOS 600 qui ont des bras de 600 mètres. Il y a dans les prochaines 10 ans un interféromètre cryogénique au Japon. Ils ont changé le nom à Kagra. Il y a aussi la possibilité de mettre un interféromètre en Inde. Il y a une proposition européenne pour mettre
un détecteur triangulaire souterrain avec une longueur de bras de 10 km, peut-être en 2022-2025. Et il y a aussi un projet franco-italien juste à côté de Pise avec une longueur de bras de 3 km. Pour l'espace, nous avons aussi une proposition pour un observatoire spatial pour les ondes gravitationnelles. En juillet 2015, on va lancer une mission de test de technologie qui s'appelle LISA Pathfinder, qui va essayer de mettre un interféromètre avec une longueur de bras de 30 cm. On va mettre un masque de test dans le centre et on va laisser le masque de test suivre un géodésique autour du Soleil, c'est-à-dire une chute libre autour du Soleil. La difficulté avec ce projet, c'est d'avoir une situation, de ne pas avoir une situation où le masque de test frappe contre l'intérieur du satellite. C'est un projet très difficile à faire, mais on va le faire en 2015. La suite, c'est une mission qui s'appelle ELISA. C'est 3 satellites dans un triangle derrière la Terre qui va faire le même orbite autour du Soleil. Et c'était choisi comme une mission large d'ESA qui va lancer en 2034. Et nous avons l'espoir de détecter 4000 sources par an. Et la distance entre les satellites, c'est 1 million de kilomètres. Pourquoi nous avons besoin d'avoir les détecteurs grands pour détecter les ondes gravitationnelles? Si un onde gravitationnelle passe par le détecteur, il y a un changement de longueur de bras et ça va donner une amplitude qui est le changement de longueur de bras sur la longueur de bras. Nous savons avec la nature que nous avons une amplitude naturelle pour les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire h égale 10 moins 21. Nous pouvons mesurer une distorsion dans la distance entre les deux satellites de 20 picomètres. Ça va donner la distance de 1 million de kilomètres. Et c'est l'avant-dernier. L'importance des ondes gravitationnelles, c'est qu'avec des télescopes lumineux, les télescopes électromagnétiques, si on regarde loin dans l'univers, nous avons une erreur dans l'estimation de distance d'entre 30 et 70%. Nous savons qu'une supernova peut libérer 10 à 14 fois la luminosité du Soleil en ondes gravitationnelles. La fusion de 2 trous noirs supermassifs peut libérer 10 à 26 lumineuses solaires en ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, les événements d'ondes gravitationnelles sont les événements plus lumineux et plus violents dans l'univers. Et parce que les polarisations sont proportionnelles à 1 sur la distance, nous avons l'espoir de mesurer tous les objets qui donnent l'émission des ondes gravitationnelles avec une erreur de moins de 10%. C'est vachement mieux que les télescopes électromagnétiques. Et ici, c'est l'émission des ondes gravitationnelles, c'est la H+, la H-croix, par l'ane spirale de 2 trous noirs supermassifs. Les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers. Elles sont très importantes parce que c'est la dernière vérification de la relativité générale. C'est aussi une vérification de l'existence des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs dans l'univers. Aujourd'hui, nous avons détecté que presque toutes les galaxies ont un trou noir supermassif au centre. Mais c'est quelque chose qui est indirect parce qu'on regarde les trajectoires des étoiles autour des objets centrales. Mais nous n'avons aucune preuve directe que la chose centrale, c'est vraiment un trou noir. Mais avec les ondes gravitationnelles, on peut donner une vérification à 100% que c'est vraiment un trou noir. Et aussi que c'est le trou noir qui est une prédiction de la relativité générale et pas notre théorie. Nous pouvons regarder la formation de structures dans le lobe cosmique.
c'est-à-dire dans cette période où c'était impossible de regarder avec les photons. Et on peut montrer si nous avons 4000 détections par an, avec une mission de 5 ans, nous avons beaucoup des objets pour faire des statistiques et nous pouvons montrer la distribution des masses galactiques comme en fonction de temps cosmique. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire aujourd'hui avec les télescopes électromagnétiques. Et merci.